Dans la forêt de Sombre Cime, 3 élus s'éveillent après 2 siècles de sommeil. Ils s'attendent à des retrouvailles joyeuses, mais ne trouvent qu'une forêt déserte, une grotte et son monstre, ainsi qu'une garde un peu remontée. Après avoir échangé avec la garde Tara des Cimes, 1 million de questions se posent, pour l'instant sans réponse. Le temple a-t-il été complètement transparent sur le but de leur mission ? L'ingénieur Maël Rivage a-t-elle plus à se reprocher qu'il n'y paraît ? Quel est ce mystérieux anneau métallique trouvé au doigt du monstre ? Qu'est-il arrivé en leur absence dans la forêt de Sombre Cime ? Et leur réveil solitaire était-il réellement un accident ? Nous reprenons notre histoire alors que nos héros se réveillent d'une sieste bien méritée à la recherche des réponses qui leur échappent encore. Le mystère de Sombre Cime, épisode 5, Noël songe. Vous vous réveillez après un court sommeil de quelques heures, alors que le soleil descend sur l'horizon et que la nuit approche à grands pas. La pluie continue de tomber hors de la grotte et vos vêtements sont à peine secs. Eléa, ta nuit a été secouée par le même rêve en boucle, un rêve que tu n'avais fait qu'une fois auparavant, la nuit suivant la sélection de Noah, ta première nuit passée seule dans l'aile des aînés. Tu t'es vu dormir pendant 200 ans, être réveillé par des hurlements de joie de vos descendants qui t'étreignent jusqu'à t'étouffer. Et parmi les cris extatiques chantant longue vie à Eléa, un murmure qui traverse la foule pour t'atteindre. Longue vie à la 5e alvéole. On a établi la dernière fois que Noah t'avait visité pendant la nuit pour vérifier que ça allait, pour t'apporter de l'eau et te questionnait potentiellement sur tes cauchemars. Est-ce que tu lui as raconté ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je suis pas vraiment réveillée à chaque fois quand Noah vient, parce que j'ai du mal à me sortir de mon rêve. Donc je pense pas que je suis dans un état où je peux vraiment répondre à ces questions. Mais, comme j'ai envie de food for un petit peu d'action, peut-être que je répète des mots que j'ai entendus dans mon rêve. Vu que je suis à moitié endormie, peut-être je dis arrêtez déjà parce qu'on m'étouffe. Et voilà, arrêtez, 5e alvéole, je sais pas, il y a peut-être des petits mots qui sortent comme ça, mais à moitié endormie, quoi. Je les intériorise et je les garde. Ok, ça marche. Parce que tu as particulièrement un sommeil assez léger, que tu fais tous ces allers-retours, je pense que Noah, tu te réveilles en premier. Qu'est-ce que tu fais au réveil ? Pendant que les gens autour de moi dorment, j'en profite pour sortir ma petite boîte qui me quitte pas, qui est composée d'un récipient à champignons séchés qu'on trouve dans la forêt. Et je remplis ma pipe et je m'en vais au-delà du camp, un peu pour voir ce qui nous attend, allumer ma pipe. Le soleil est en train de glisser la forêt dans une pénombre de crépuscule dans laquelle tu peux très facilement te glisser pour aller discrètement fumer ta pipe à l'extérieur de la grotte, dans un silence assez apaisant, dans un moment de suspension, de solitude, comme tu n'en as pas vraiment eu depuis ton réveil. Et je veux bien juste que tu me fasses un jet réactif, s'il te plaît. Oh! Si je ne... Ah non, 6. C'est moitié. Sur un 6, quelque chose se passe dans la forêt, mais tu ne le vois pas. Tu ne t'en rends absolument pas compte et je te redemanderai à d'autres moments des jets réactifs. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. Il y a juste ce moment de tranquillité, de paix, en solitaire. Est-ce que Noah ressent quelque chose de particulier en ce moment ? Soucieux de notre périple et de ce qu'on va être amené à découvrir.
C'est une nuit où j'ai très très peu dormi. J'ai beaucoup pensé à ce qui s'était passé la journée d'avant et aussi à Maëlle. J'ai peur parce que je lui ai dit que je voulais lui parler et maintenant je me sens obligée de le faire alors que c'est quelque chose que j'avais beaucoup repoussé. Et en même temps, j'ai repensé à certaines choses du passé. J'ai repensé au fait que Maëlle elle m'a pas semblé comme d'habitude. Et ça m'a quand même beaucoup travaillé, ce qui fait que j'ai très peu dormi et même mal dormi. Donc je suis pas en pleine forme en me réveillant. Tu prends un moment pour ressasser un petit peu toutes tes interrogations, les événements qui se mélangent un petit peu à des souvenirs, des craintes. Je pense pas qu'on ait évoqué l'odeur de la rosée pour Davy. La particule de la rosée a une odeur spécifique pour chaque personne. Et en cette fin de journée, avec cette fine pluie, elle est particulièrement présente à l'entrée de la grotte. Quelle est cette odeur pour Davy ? Comme j'ai beaucoup analysé la rosée d'une manière scientifique, je dirais qu'elle a une odeur qui est presque chimique pour moi. L'odeur, elle est prenante, elle est très forte. Non, quand même légère. Mais je le reconnais direct quand même. À ton réveil, Maëlle dort encore. Elle est à côté de toi, allongée. Elle ronflote très légèrement. Et Léa, tu te réveilles ensuite. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ouvre les yeux, mais je me relève pas de suite. J'essaye de digérer un peu les informations de la nuit et de mon rêve, d'essayer de me rappeler quand c'était la dernière fois que j'ai fait ce rêve. Enfin, j'ai une sensation de déjà-vu et j'essaye de comprendre, mais j'ai le cerveau un peu brumeux déjà parce que j'ai mal dormi. Je suis très fatiguée. Et parce que je me sens de plus en plus inquiète et troublée. Ok, je veux bien un jet social pour voir juste si tu arrives à replacer d'où vient ton rêve, quand est-ce que tu l'as eu la dernière fois. 7 sur un des 8. Ok, super. Tu essayes de raccrocher ce rêve à un souvenir. Tu sais que tu l'as déjà fait, mais tu te rappelles plus exactement quand. Et je pense que ton regard glisse vers la gauche. Et tu vois la silhouette de Noah qui se découpe dans l'entrée de la grotte avec un petit nuage de fumée autour de lui. Et ça te prend comme un sursaut. Tu te rappelles que c'est le jour où tu as rencontré Noah, le jour de sa sélection, que tu as fait ce rêve le soir même. Mais tu ne l'as plus jamais refait ensuite. Pour l'instant, je ne pense pas qu'Eléa se rappelle de tout ce qui s'est passé avant le rêve. De la soirée, des voix dans le couloir. Je pense que tout ça, pour l'instant, ça reste encore logé dans un coin sombre de son esprit. Je me relève et pour une fois, je ne dis rien. Et j'attends la suite des événements parce que je me sens pas du tout en contrôle de ce qui est en train de se passer. Et je me sens un peu seule au milieu de tout ça, donc je fais pas de bruit, je reste dans mon coin et j'attends de voir ce qui se passe. Je veux bien que tout le monde me fasse un jet social, s'il vous plaît. Yes, je suis trop fort à ça. 1. 9. 5. Ok, Noah, tu es dehors, tu finis de fumer ta pipe, puis tu rentres à l'intérieur. Avant qu'on résolve le jet, je vais juste te demander, est-ce que ça a une odeur particulière ou pas ? Ouais, ambré et terreux. Quand tu re-rentres dans la grotte, il y a cette odeur d'ambre et de terre qui devient soudain très prenante, surpasse l'odeur de la rosée pour Eléa aussi. Je lève les yeux au ciel en faisant en sorte qu'il me voie, mais j'essaye de le faire de manière un peu blague, parce que je sais qu'il a quand même essayé d'être sympa avec moi sur ces derniers moments. Donc en vrai je le juge, mais j'essaye de lui faire croire qu'il est dans la blague avec moi. Petit clin d'œil. Tu rentres dans la grotte Noah et tu remarques assez rapidement que Tara, la garde du temple, n'est pas avec vous. Il y a sa couche, mais elle est vide et tu ne la vois nulle part. Est-ce que très paniqué, je peux commencer à répéter son nom ? Tara, elle est où Tara ? Tara. Fais-moi un geste social, s'il te plaît. 19. 19, ok, génial. Tu l'appelles Tara. et a priori tu n'entends pas de réponse, mais quand tu prononces son nom un peu fort et qu'il y a cette espèce d'écho
quelque chose se passe et tu l'entends, ou plutôt tu arrêtes de l'entendre. Depuis que t'es réveillé, il y a une sorte de bruit de fond, un peu de roche, de métal, que tu n'as pas identifié forcément comme un bruit étrange, mais quand tu cries le nom de Tara, ce bruit s'arrête pendant quelques secondes avant de reprendre. Et c'est un bruit qui vient du fond de la grotte. Est-ce que tu suis ce bruit ? Oui. Est-ce que Léa et Davy, vous suivez Noah ? Oui, bah oui. Et Léa, tu t'enfonces un petit peu plus dans la grotte aux côtés de Noah et Davy. Et tu sais que plus vous avancez dans la grotte, moins il y a de rosée, moins il y a de particules. Et il y a quand même quelque chose dans ton culte, dans le culte du temple, qui présuppose que la rosée est nécessaire à la vie. Et tu continues d'avancer dans la grotte qui devient de plus en plus sombre. Tu sens ce lien avec la rosée qui te quitte et pour la première fois, tu existes sans elle. Pas de suffoquement, pas de peur, panique, pas de solitude. C'est comme si rien n'avait changé. Et tu respires parfaitement normalement, tu arrives à voir même presque bien dans la pénombre. Ça accentue mon trouble. Enfin, pour moi, c'est presque un tabou, quoi. C'est un interdit. Donc, d'un côté, l'idée de franchir un interdit, c'est un peu excitant, on va dire. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression de faire quelque chose d'extrêmement dangereux et d'horrible. Et en même temps, plus j'avance et plus je suis toujours en un seul morceau, plus ça me fait encore plus tout remettre en question. Tout au fond de la grotte, simplement éclairée par une petite torche qui projette son ombre sur le mur démesuré, Tara dessine la garde du temple perlé, qui abat son épée encore et encore contre le mur, sans s'arrêter ni prêter attention à ce qui se passe autour d'elle. Elle a l'air d'avoir à peine conscience que vous êtes là. Elle fait ça pendant quelques secondes. Quand elle s'arrête, elle contemple calmement le mur, qui à première vue semble juste ravagé par ses coups. Et en faisant un pas en arrière, elle vous incite également à reculer. Et vous distinguez 2 portraits gravés dans la roche à coups d'épée, avec des traits assez bruts. Le visage sombre et renfermé d'un homme d'une quarantaine d'années, et celui rond et doux d'une jeune femme avec les cheveux courts, flottant dans le vent. Tara soupire, se tourne vers vous et vous dit tout simplement « Ici au moins la rosée ne pourra plus les atteindre. Je suis prête quand vous voulez pour lever le camp. » Et elle tourne les talons et se dirige vers le campement et vers la sortie de la grotte. Et sur le mur, vous reconnaissez, vous devinez les portraits de Célan Bravecoeur et Alior Autrons, les 2 voyageurs qui n'ont pas survécu à leur voyage. Je marque un temps devant les tableaux. J'aurais aimé qu'on ait le temps et la rosée pour faire un rite funéraire comme on fait habituellement. Mais là, dans une grotte sans rosée et avec Tara qui est déjà en train de partir, on peut pas faire grand chose. Donc je prends quand même un moment devant les tableaux avant de repartir. Puisqu'on parle rite funéraire, au cas où ça nous servirait plus tard, on va faire un tout petit peu de construction de monde improvisé sur le tas. Je vais vous demander quels sont ces rites pour la cité de Loré. Est-ce qu'il y a une différence, j'imagine, entre certains rites païens, qui pourraient être par exemple ceux de la famille Sèvepin, et des rites peut-être un peu plus centrés autour de la particule, prodigués par le temple. Je vous laisse choisir et décrire. Peut-être que chacun peut prendre un bâton et on fait une pile de bâtons sur l'endroit du corps, tu vois, en mode, tu sais, vu que c'est un peu en mode nature coded, on se prend juste un bâton qui est quelque chose qui est tombé d'un arbre qui est mort, on fait une pile et peut-être à la fin on le brûle, pourquoi pas, si on aime brûler des choses, mais pas obligatoire, on n'est pas non plus des pyromanes, ça dépend.
poursuivre dans cette idée-là. Du coup, ça serait chaque personne qui individuellement amène autant de rosée que son pouvoir le lui permet. Et après, tous ensemble, les personnes autour de la sépulture font voler les particules un peu comme un tourbillon. Pas comme une flamme, diraient les païens, mais c'est pas du tout la même chose, ok. Et après, les font partir. De sorte à ce qu'il y ait pendant un instant plus de particules autour de la sépulture. Pour donner l'idée de passage de la vie à la mort, puisque la vie est censée être la particule à skip. Voilà. Ça te va, Anna? Bah, c'est parfait. Super enterrement. Le mien, on est d'accord. Ok, trop bien, merci. On verra si on en a besoin ou pas. Est-ce que vous faites d'autres choses avant de partir? Moi, je veux sortir assez vite pour retrouver Maëlle et pour partir, pour commencer assez rapidement. Mais est-ce que je peux voir, par exemple, qu'Eléa n'a pas l'air d'aller très bien et lui faire un petit geste affectif, quand même? Parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça va pas trop, quand même. En vrai... Oh, je pense que ça se voit. Hein. Ok, bah, oui, donc je vois que Eléa, ça fait plusieurs heures que même avant la nuit, je vois qu'elle a l'air très soucieuse. Donc juste je lui fais un petit geste affectif et je pars, je trace. J'aime trop comment ton personnage a tellement envie d'aider les autres, mais est profondément incapable d'avoir une interaction de plus de 10 secondes socialement. Ok. Noah, qu'est-ce que tu fais? Je fais un petit amas de bâtons pour le nombre de personnes qui sont présentes ici, devant les deux portraits, et j'y mets feu. Le petit amas de bâtons prend feu très très rapidement et les portraits d'Alior et de Ceylan au mur sont illuminés par cette forte lumière rougeoyante, très vive. Et une fumée épaisse envahit progressivement la grotte, ce qui vous force un petit peu à assez rapidement vous en aller. J'ai une petite question, parce que à la dernière session, vous avez décidé, avant d'aller à la ville, de chercher les 3 membres manquants du voyage. À savoir, pour rappel, les sœurs Brun d'Ombre, Juliane et Nina, et Noël Songe, qui est donc l'érudit d'une vingtaine d'années. Comment vous souhaitez procéder? Vous avez plein d'options. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que avec Maëlle, on aurait pu mettre en place une boussole un peu, mais une très poussée technique que j'aurais prise avec moi? Absolument. Tu peux avoir autant d'objets que tu veux tant que c'est cohérent avec la mission. C'est vraiment toi qui décides de ce que tu as dans ton sac finalement. Est-ce que j'explique que j'ai fabriqué ça tout? Ouais, je veux bien. Oui, ok. Pour les auditeurs. Avant de partir, tout au long de ma carrière, j'ai fabriqué plusieurs sortes d'objets pour la rosée, même si j'en avais pas directement la nécessité, pardon. Mais comme j'étais un peu obsesse avec la rosée, avec toutes les façons possibles et inimaginables de l'analyser, j'ai fabriqué divers objets qui sont tous très très petits et que je peux garder sur moi. Donc j'ai une petite pochette que je garde toujours sur moi, qui contient ces différents objets. Je pense particulièrement à l'un d'eux, qui ressemble à une petite boussole dorée, qui permet donc de mesurer la rosée, et donc de voir s'il y a des dysfonctionnements. Et donc il fonctionne de la même façon qu'une boussole. Il faut vraiment que je le place face à moi, et il s'active tout seul de manière automatique. Ok, exceptionnel. Je veux bien que tu me fasses un jet de rosée, s'il te plaît, pour voir si ça fonctionne. 1. Oh non. Ok. Tu sors la boussole, le mécanisme commence à vrombir et à cliqueter dans ta main. Et très 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 rapidement, en fait, la boussole est comme complètement déréglée. Elle affiche des anormalités de rosée absolument partout autour de toi. Et tu repenses à ce que Maëlle a dit sur le fait que cette rosée était à la fois pareille et différente, et qu'elle avait quelque chose d'incompréhensible mais de nouveau, et ta boussole capte ça.
Là, je me sens un peu gênée. Donc, je ne dis plus rien. Et un peu à court de solutions, vous reprenez le chemin vers la prairie de l'éveil pour voir si vous pouvez trouver ces traces qui mènent potentiellement vers le nord. Tara marche devant avec Maëlle de façon un peu décidée et vous retournez à cette prairie, là où vous étiez finalement le matin même. Et je vous demandais un jet actif juste pour voir si vous arrivez à trouver des traces, les traces que vous cherchez. 10. 16. Moi aussi 16. Waouh, ok, pas de souci. Vous retrouvez les écrins des sœurs Brins d'Ombre, vous retrouvez le même petit feu éteint que Noah tu avais trouvé au tout début, et des traces de pas qui partent vers le nord. Elles sont assez dures à distinguer, notamment à cause de la pluie et de la boue, mais vous arrivez quand même à les voir, assez pour les suivre. Avant que vous partiez, Tara prend un moment pour se recueillir devant l'écrin d'Alior, sur lequel elle place sa main doucement. Est-ce que vous faites un truc avec les écrins ? Est-ce que vous faites quoi que ce soit avant de partir ? Comme c'est une création scientifique, il n'y a pas un moyen scientifique de les analyser, vous n'avez pas une fiole, quelque chose ? Peut-être pour récupérer ce liquide et l'analyser sans avoir à le toucher. On peut totalement prélever en effet un morceau, mais on n'aura pas les résultats tout de suite, je pense. Et moi, je suis en train de réparer ma boussole. Effectivement, vous pouvez très facilement prélever autant de choses que vous voulez. Par contre, pour ce qui est de les analyser, vous avez besoin de machines. Des machines qui sont seulement disponibles à Loré, à la ville, supposément, si elles y sont encore, si elles fonctionnent. Mais puisque Eléa et Noah, vous vous penchez sur la question des écrins, je vais quand même vous demander un jet réactif pour voir si vous captez quelque chose ou pas. 4. 2. Pas dommage. Non, malheureusement, je peux rien vous donner là comme information, si ce n'est que ils sont jolis et que celui de Ceylan n'a pas fonctionné. Voilà. Bon. Vous trouvez les traces des sœurs Brins d'Ombre, vous les suivez, vous commencez à marcher vers le nord, puis légèrement vers l'est, dans la direction opposée de la ville. Pour certains, particulièrement pour Eléa, vous vous aventurez plus loin que vous n'avez jamais été dans la forêt de Sombre Cime. Vous marchez dans une obscurité presque totale, les particules de rosée pour seule lampe, mais elle est très basse quand il pleut, donc elle éclaire assez bien vos pas. Vous marchez presque toute la nuit, jusqu'à ce que l'aube commence à poindre à travers les arbres. Vous essuyez plusieurs averses au cours de cette nuit, et vous continuez de suivre ces traces qui s'enfoncent toujours plus loin de la ville. Et Noah, je veux bien un deuxième jet réactif, comme tout à l'heure, pour voir s'il y a un truc qui se passe ou pas pendant que tu marches. 5. De nouveau, quelque chose se passe dans la forêt, mais ça échappe à ta vigilance, à ton regard. Je marche aussi assez fatiguée quand même, et je me retourne de temps en temps pour voir Maëlle. Maëlle avance, elle ferme la marche en flottant doucement au-dessus de l'herbe humide, et quand tu te tournes vers elle, de temps en temps vos regards se croisent. Et tu sens qu'elle détourne le regard assez rapidement, mais pas de façon énervée ou gênée, mais avec un petit sourire aux lèvres. Je vois ça et j'imite des sifflements d'oiseaux, la saison des amours. Oh, trop mignon. Vous marchez très longtemps, pendant presque toute la nuit, et je vais demander un petit jet réactif à tout le monde et je vais prendre le plus haut. 5. 2. 1, c'est bon. Ok, donc le plus haut c'est Noah. Les premiers rayons du soleil percent à travers les troncs et la végétation. Ton regard glisse vers eux une seconde pour les admirer et tu butes sur quelque chose. Tu perds presque l'équilibre. Je veux bien un jet réactif, la difficulté c'est 5. 9. Ok, parfait.
tu ne tombes pas, tu réussis à te rattraper juste avant de tomber au sol et tu regardes ce qu'il y a à tes pieds et tu découvres une jeune femme de ton âge à peu près. 2 nattes brunes qui tombent de chaque côté de sa tête. Sa salopette grise lui tombe sur les hanches, elle porte une tunique blanche simple et des bottes cramponnées très larges. Elle a le visage contre le sol. Qu'est-ce que je fais? Je lui tape sur l'épaule. Je tape pour voir si elle est en vie. Pas de réaction. Un peu méchant, mais j'essaie de la retourner avec mon pied. Tu pousses le corps du pied et le corps se retourne sans aucune résistance. Et tu reconnais Juliane Brin d'Ombre, la plus âgée des 2 sœurs. Elle a un visage un peu gonflé, le vert naturel de sa peau tire sur le graphite. Ses yeux sont semi-ouverts, figés dans une expression de désolation. Ses lèvres sont foncées et son corps est relâché comme dans une position un peu anormale. Un bras cassé, plié dans le mauvais sens sous elle. Du coup, j'appelle les autres pour leur faire part de la nouvelle et en même temps constater et être sûr que c'est bien la personne que je pense. Tout le monde s'agroupe autour du corps. Maëlle va tout de suite s'agenouiller pour examiner un petit peu, prendre le pouls, s'assurer que la personne est bien décédée, et voir si elle peut faire quelque chose. Et Maëlle pousse très doucement son menton, elle relève son visage et tout le monde découvre des traces sombres, grises et vertes, circulaires sous sa mâchoire autour de son cou. Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose qui ressemble aux traces qu'elle a sur son cou? Quelqu'un parmi nous? Vous pouvez me faire un jet social pour voir. 2. 15. Noah, au moment où Maëlle pousse légèrement sur la mâchoire du corps pour faire apparaître ces traces plus foncées circulaires autour de son cou, tu as un autre visage qui vient se superposer au sien, celui de Rosélie Claire-Ham, une jeune femme d'une ferme avoisinante, dont le corps a été retrouvé il y a quelques années dans la forêt. Et une enquête a mené à la découverte qu'elle avait été étranglée par un autre garçon qui a ensuite été arrêté et condamné. Et ces 2 images se superposent sous tes yeux pendant un fragment de seconde. Je me retourne directement sur Tarek, je la pousse et je commence à remettre en question ce qu'elle nous a dit et justement ce qu'elle nous a pas dit. Tara te laisse la bousculer un petit peu. Elle est souple, c'est-à-dire qu'elle se laisse un peu pousser, mais elle ne répond pas à tes questions, elle reste fermée, le regard braqué sur Juliane. Elle te laisse te défouler en soi. Je me dis que vu que la mort est récente, j'ai l'impression de ressentir le danger de manière plus prononcée. Et pour moi, je me dis qu'il faut absolument qu'on s'éloigne et pas qu'on s'éloigne de notre objectif, mais qu'on s'éloigne de cet endroit en continuant notre marche. Au moment où tu dis ça, vous entendez un bruit très léger, mais un bruit dans les feuillages à votre gauche. Tara t'arrête, Noah. Elle t'immobilise pour que tu arrêtes de faire du bruit et tend l'oreille. Puis tourne complètement les talons et s'élance vers les arbres. Vous entendez 2 cris, une lutte physique brève, et Tara ressort de la forêt en traînant par le revers de sa veste un jeune homme d'une 20aine d'années, bien plus grand qu'elle, mais elle le traîne avec absolument aucun effort au sol pendant qu'il bat des jambes et qu'il essaie de se libérer. Et tout le monde reconnaît Noël Songe, un autre membre de votre voyage, le jeune érudit aux cheveux blancs rasés. Il a une barbe naissante, des grands cercles sous les yeux et son uniforme académique est déchiré par endroits, sali, il a pris une teinte délavée. Et Tara traîne puis jette le garçon au sol, elle place sa botte sur son ventre, tandis que les particules de rosée soulèvent sa lame pour la placer à la verticale, la pointe sur le thorax de Noël. Et Tara dit sèchement: explique-toi, maintenant. Je sais pas quoi vous parler. Et la lame qui flotte en l'air vient se placer juste sous son menton pour tourner sa tête vers le corps de Juliane qui est juste à côté. Et au moment où il la voit, ses yeux s'écarquillent encore plus. Il a comme
comme s'il arrêtait de respirer d'un coup, et il commence à reculer et à perdre complètement le contrôle de son corps en paniquant complètement. La lame le suit pour rester au-dessus de lui et l'arrêter en venant se placer vraiment sur son plexus. Moi, elle me fait peur. Et surtout, je sais qu'elle m'a pas forcément dans son cœur. Mais je sens qu'il faut faire quelque chose pour arrêter cette espèce d'état second dans lequel elle est. Je sais qu'elle a beaucoup de respect pour Maël et Davy. Donc je me tourne vers elle et je leur fais un signe pour leur dire faites quelque chose. Enfin, sinon on va rien savoir, quoi. On s'approche de Tara. On n'est pas particulièrement à l'aise. Enfin, on a quand même un peu peur parce qu'on voit qu'elle est dans un état assez fort. Et donc on essaye à deux de la contenir. Chacune, on la prend par le bras et on essaye un petit peu de la retirer. Si on y arrive, je sais pas. Je veux bien un jet actif, s'il te plaît. 8. Ok, super. Vous vous accrochez à Tara, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus musclée que vous. Mais elle résiste et tu t'accroches encore plus à son bras et elle a un mouvement de recul, un réflexe. Elle donne un coup d'épaule et son coude vient percuter ton ventre et tu tombes un petit peu en arrière en suffoquant. Mais elle se précipite vers toi pour t'empêcher de tomber au sol. Et Tara voit ça, un mouvement de recul, s'excuse. L'épée reste à proximité de Noël, mais la tension, l'agressivité redescend d'un coup. Et le garçon qui ne parlait pas, qui était tétanisé, commence d'un coup à parler beaucoup, beaucoup en boucle et vous comprenez pas exactement tout ce qu'il dit. Je suis désolée, je vous assure, c'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai juste perdu de vue, j'étais pas là, j'étais avec Nina. Je suis désolée, je vous assure, j'ai rien fait, s'il vous plaît. Elle est où Nina du coup? Au campement, je l'ai laissée au campement. Et il lève son doigt et pointe du doigt dans une direction, à travers les arbres. Toute seule? Il hoche la tête, il regarde le corps de Juliane. Allez la chercher si vous voulez, mais je vous en supplie, faut pas qu'elle voie ça. Pourquoi t'es partie du campement? Je me suis réveillée, Juliane était pas là, j'ai été la chercher. Je vous assure, je sais pas ce qui s'est passé. Je propose d'aller la récupérer. Parce que donc déjà, je sens toujours ce danger imminent et je me dis que si quelqu'un est en vie et seul, il faut surtout pas la laisser seule parce qu'on sait pas à quoi on fait face. Et donc je propose à tout le monde d'aller la récupérer. Tara te regarde, elle a un moment d'hésitation et elle dit « Ok, mais moi je bouge pas et lui non plus. » Et la lame se rapproche un tout petit peu plus du torse de Noël. Elle s'enfonce presque dans le tissu, comme un avertissement. Pas trop envie de la laisser seule avec lui en fait. Dans une optique de je lui fais pas confiance, même si je fais tout autant moins confiance à Noël. C'est ça, moi j'allais dire, je propose de rester à l'endroit avec Tara pour essayer de couvrir le corps rapidement, de mettre des feuilles, de la terre, de l'arroser, n'importe quoi, mais pour pas que ça soit aussi graphique quand la petite sœur arrive. Ok, du coup vous vous séparez. Davy, tu vas avec Mel pour chercher la petite sœur Nina dans la forêt. Et Noah et Léa, vous restez ici avec la garde et avec Noël qui est toujours sous son épée pour éviter que les choses dégénèrent et pour potentiellement interroger Noël, j'imagine. Ok, ça marche. On va d'abord suivre Davy et Maël. Davy, tu traverses la forêt en suivant les indications de Noël et tu tombes assez rapidement sur le petit campement improvisé qui est légèrement en hauteur sur des rochers. Vous grimpez et vous trouvez une petite fille endormie, Nina. Elle fait la moitié de la taille de sa sœur. Elle a, contrairement à sa sœur qui a 2 nattes, une natte unique sur le côté. La même salopette, les mêmes bottes que sa sœur. Et elle dort visiblement, mais vos pas la réveillent. Elle ouvre ses 2 yeux très noirs. Et quand elle vous voit, elle a un mouvement de recul. Vous la voyez glisser la main dans la poche de sa salopette et ressortir une sorte de petit couteau qu'elle brandit devant elle, avec un regard assez paniqué et en même temps assez déterminé. Vous êtes qui? Ils sont où, Noël et Juliane? Je m'approche mais juste un tout petit peu d'elle et je dis bonjour Nina. On est toutes les deux scientifiques avec Maël. On vient te chercher, on nous a raconté ce qui s'était passé et on vient te chercher pour te ramener auprès de notre groupe.
parce que on pense qu'il y a un danger et on veut pas te laisser seule. On te veut pas de mal. Tu vois dans ses yeux qu'elle vous reconnaît, elle vous reconnaît de sa cérémonie de sélection, du moment où vous êtes rentrés dans les écrins. Vous n'êtes jamais parlé, mais vous êtes vus de loin. Mais elle ne baisse pas son petit couteau et elle dit Y a ma sœur avec vous? Il est arrivé quelque chose à Juliane. Et là, je regarde Maëlle, je fais un petit fou. Parce que je panique un petit peu et je sais pas comment le lui dire. Ok, fais-moi un geste social s'il te plaît. 6. Ok, Maëlle comprend un petit peu ton message, s'approche de la petite et lui parle très doucement en lui expliquant la situation, en donnant le moins de détails possible, en lui expliquant juste que sa sœur ne va pas revenir et qu'à présent il faut qu'elle les écoute et qu'elle reste avec vous. Tu vois Nina avoir une sorte de moment un peu de dissociation. Tu sais pas si c'est parce qu'elle ne vous croit pas ou parce qu'elle ne veut pas vous croire, mais elle ne semble comme pas forcément réagir à la nouvelle. Elle garde son couteau à la main, mais elle accepte de vous suivre pour rejoindre les autres. Pendant que tout ça se passe, qu'est-ce que vous faites, Noah et Léa, vous qui êtes restés du coup avec le corps? En vrai, je suis sous le choc de tout ce qui est en train de se passer. Donc je suis un peu en pilote automatique et je me dis juste qu'il faut pas que la petite voie ça. Et moi aussi j'en ai marre de voir ça. Et du coup j'essaye d'attraper un petit peu tout ce que je vois autour de moi, des feuilles, des branches. Je recopie Noah et son petit tas de brindilles. J'essaye d'attraper tout et n'importe quoi et je le regarde un peu pour lui dire de m'aider. Pareil, j'essaie de trouver des écorces d'arbres à rajouter à la pile. Pendant que vous êtes affairés à essayer de dissimuler le corps, ce que vous arrivez très bien à faire, Tara reste auprès de Noël et il y a un moment où il bouge. Est-ce que Noah, est-ce que tu gardes un œil sur la situation de loin? Est-ce que tu interviens? Qu'est-ce que tu fais? Moi je pense que je suis un spectateur, pas forcément dans la conversation, mais je regarde ce qui se dit et ce qui se trame. Ok, du coup je pense que tu vois ce qui se passe. En fait, les choses se sont un peu calmées et à un moment donné, Noël, le jeune homme, bouge. Il a des traces un peu de sang séché, des raflures de quand il a été traîné au sol par Tara. Il les essuie avec sa main et quelque chose sur sa main attrape les reflets du soleil. Un anneau métallique sur son index. Tu le vois et Tara le voit aussi. Et dès qu'elle voit l'anneau, il y a toute l'agressivité et la colère qui refont surface et la lame qui vient se plaquer plus fort contre le torse de Noël et elle commence à lui hurler dessus en exigeant des explications sur Juliane, sur l'anneau, sur ce qu'il sait, sur le temple, un peu dans un délire. Enfin, elle perd un peu le contrôle à ce moment-là. En vrai, moi je fais confiance à personne, mais j'en ai marre de voir des gens mourir toutes les 2 secondes. Donc, pareil, sans trop réfléchir, je me rapproche quand même de Tara et de Noël. Mais d'abord, juste je me rapproche. Déjà pour voir si juste ma présence, ça change quelque chose. Vous vous rapprochez d'elle et Tara vous regarde et elle sort de sa sacoche 2 petits objets qu'elle vous lance à toi et Léa et à Noah. Vous attrapez en vol 2 petits anneaux métalliques, visiblement identiques les deux. Tara vous dit « Je les ai trouvés sur les créatures de roche. Il a le même au doigt, ça peut pas être un hasard. » Son regard reste verrouillé dans le vôtre, mais l'épée se rapproche encore un petit peu plus de la peau de Noël, commençant à le faire saigner très très légèrement. Tu l'as déjà mis l'anneau? Non, bien sûr que non. Est-ce que tu la retrouves à chaque fois sur la même créature, le même type de créature? La première nous a attaqués quand on était aux abords de l'Orée, avec Alior. Et la deuxième, c'est celle que j'ai combattue pour vous. Eléa et Noah, quand vous regardez les anneaux, vous reconnaissez tous les deux, mais pour des raisons différentes, la matière. C'est du perlium, c'est un métal qui est fabriqué avec une sorte de rosée condensée, qui est pratiquement indestructible. Noah, tu sais ça parce que tu as une très bonne connaissance des matériaux, des minéraux.
de la forêt. Et Léa, tu sais ça parce que tu as été entourée de beaucoup de perlium, qui est une matière qu'on trouve en profusion au temple, une matière riche. Et à l'intérieur des 2 anneaux, il y a une toute petite gravure identique. Une forme ronde avec des contours un peu souples, un peu flous, avec un 5 gravé à l'intérieur. Et c'est sur les 2 anneaux que vous avez dans les mains actuellement. Et le sien? Il y a quoi dessus? Tara lui arrache son anneau du doigt et te le passe. Et à l'intérieur, tu vois la même gravure. 5 anneaux. En tout? Sidonie, j'ai vu dans tes yeux que t'avais compris. Attends. Comment? Donc, j'ai pas envie que Tara me coupe la tête aussi, mais... Pendant ce temps-là, Noah, je veux bien que tu me fasses un jet social, s'il te plaît. 17. Quand vous découvrez la petite gravure, tu vois quelque chose dans les yeux d'Eléa qui change. Et tu repenses à cette nuit, tu repenses à ses rêves, tu repenses aux mots qu'elle prononçait dans son sommeil. Ah mais oui. 5e alvéole. Moi, j'y pense aussi, mais en fait, j'ose pas. Elle me fait trop peur, Tara. Et Léa, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Oui. On s'écarte. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si tu t'en souviens, mais je t'ai entendu rêver cette nuit. Et ce que tu disais commence à faire sens. La 5e... Ouais, la 5e alvéole. Est-ce que tu penses qu'on doit le dire à Tara? Je pense qu'on doit le... En fait... Je pense qu'il faut qu'on le dise, mais c'est un rêve, je sais pas... Je sais pas à quel point... Faut qu'on en ait la preuve d'abord. Peut-être qu'il faut qu'on en parle d'abord à Noël. Enfin, qu'on interroge Noël. Et après, si Tara me menace, tu pourras lui dire, s'il te plaît, que c'est un rêve et que je sais rien de plus. On fait ça? Je suis d'accord. Ok, allez, on y va. Faites-moi juste un jet réactif, s'il vous plaît, tous les deux. Et additionnez vos résultats, s'il vous plaît. 3. 9, c'est mon plus bas. Ok. Ça ne bat pas en 20, malheureusement, mais on réglera ça plus tard. Allez-y, dites-moi ce que vous faites ensuite. Je m'approche de Noël, fermement, autant que possible. Je lui tends l'anneau du côté où il y a le chiffre 5, et je lui demande « Est-ce que tu sais ce que c'est la 5e alvéole ?» Pour voir sa réaction. Ok, je veux bien un jet social, s'il te plaît. 3. Noah, tu peux m'en faire un aussi si t'assistes à la scène. 15. Ok. Tu te demandes à Noël, est-ce que tu sais ce que c'est que la 5e alvéole? Il lève des yeux un peu interrogateurs vers toi. La quoi? Mais Noah, tu vois, juste avant qu'il réponde, une sorte de minuscule rictus sur ses lèvres. Ça dure très très peu de temps, mais t'arrives à le voir et tu comprends que non seulement il vous ment, mais en plus de ça, il prend un plaisir vraiment un peu sadique à cette interaction et à vous regarder essayer de comprendre. Davy, c'est le moment où Maëlle et toi, avec la petite fille, avec Nina, vous revenez à proximité du groupe. Vous n'êtes pas tout à fait avec eux, mais vous voyez l'interaction qui a lieu. On voit qu'il y a une tension ou on est trop loin pour voir la tension? Non, tu vois. Je dis à Mel, est-ce que tu veux rester avec Nina? Et moi je m'approche pour voir parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Bien sûr, vas-y, je reste là, t'inquiète. Et elle emmène Nina juste un petit peu plus loin et tu rejoins le reste du groupe. J'ai une question pour le groupe. Est-ce que à ce stade, vous faites plus confiance à Tara ou à Noël? Ou plutôt... à qui est-ce que vous faites le moins confiance entre les deux? Envers Tara. Moi, oui. Totalement. Pour ma part, enfin, Oui. j'ai toujours pas une confiance absolue en Tara, mais là, je suis totalement de son côté. Pareil. Noël a de nouveau ce petit rictus un peu imperceptible, sauf que cette fois, Tara le voit. Et tout le reste se passe en quelques secondes, hors du temps. Tara abat son poing contre la mâchoire de Noël, qui tombe en arrière, sonnée au sol. Elle le relève en l'attrapant par sa tunique et de nouveau abat son poing serré contre son nez cette fois, qui craque également et qui commence à saigner abondamment et à couler sur sa tunique. Elle le relève une nouvelle fois et colle son visage au sien et lui murmure quelque chose d'inaudible dans l'oreille. Son épée est soulevée magiquement par la rosée. Elle vient se loger dans sa main, la pointe de la lame appuyée contre le ventre de Noël. Et le visage de ce dernier, inondé de sang,
change complètement, déformé dans un sourire atroce. L'érudit se penche en avant, murmure quelque chose dans l'oreille de Tara, quelque chose que personne n'entend, sauf toi, Eléa, parce que tu l'as déjà entendu. Un murmure très doux qui souffle. Longue vie à la 5e alvéole. Et fait un pas en avant, s'embrochant volontairement sur son épée. Et la garde le laisse faire, elle ne bouge même pas. Et elle penche la lame vers le bas, le corps glisse et tombe au sol, son sang venant se mêler à la boue autour. Tara essuie les éclaboussures de sang sur ses joues, très calmement, et se tourne vers vous. La 5e alvéole. Vous savez ce que c'est ? J'en ai aucune idée. C'est ce qu'on essaie de C'est ce savoir. qu'on essayait de savoir en lui posant la question. Je t'en ai pas parlé d'abord, justement pour essayer de créer un effet de surprise pour voir sa réaction. La 5e alvéole, c'est un rêve que j'ai fait 2 fois. Un rêve très étrange, ça a été exactement le même à chaque fois et je l'ai refait hier soir, je l'avais complètement oublié. C'est quand j'étais très petite. Et de voir le chiffre 5 dans la bague, ça m'y a fait penser. Et à Noah aussi, il m'a entendu cette nuit, pendant que je rêvais. Je te promets que c'est tout ce que je sais. Ok, fais-moi un jet social. Avec avantage, pour la performance. 8, c'est mon max. Ok, exceptionnel. Même pas besoin de relancer. Il y a un moment de tension palpable. Elle te croit. Elle regarde un peu Noah. Oui, c'est vrai. Je lui apportais l'eau et elle disait des trucs bizarres. Ok Noah, je te fais confiance. Et après ça, elle essuie très très machinalement, très froidement la lame sur sa veste pour nettoyer le sang de Noël. Puis elle se tourne vers toi, Davy. Vous avez trouvé Nina ? Vous lui avez dit pour sa sœur ? Oui, Maëlle lui a dit. Et pour le reste, qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce qu'on lui dit pas ? Est-ce qu'on lui parle de Noël ? Je pense qu'il vaut mieux être honnête. Ok. Je peux demander à Maëlle. Ok. Du coup, moi, je m'approche des 2 corps. Ah bah, quoique vous l'avez enfoui, le premier corps. C'est caché sous des feuilles, mais on l'a pas Ouais, enterré. ok. Je le fais seule parce que Maëlle, elle veille sur Nina. Ouais. Et donc, je m'approche des 2 corps et j'essaye de prélever le plus de choses qui me semblent utiles pour potentiellement trouver des réponses plus tard si j'ai le matériel. Tu prélèves du sang, de la salive, des trucs comme ça ? Oui, c'est ça. Ok, je veux bien un jet actif s'il te plaît. 7. Pendant que tu fais tes prélèvements, tu retournes délicatement, mais tu retournes néanmoins, le cadavre de Noël. Et en le bougeant, quelque chose tombe de la poche de sa veste. Et c'est une toute petite fiole, opaque, dans un métal un peu cuivré. Ça ressemble au type de fiole que tu peux trouver dans les laboratoires de la Tour des Sciences. Rien de très surprenant, mis à part un mini détail. Sur le côté de la fiole, il y a une petite gravure. Un cercle avec des formes un peu souples et un chiffre 5 au milieu. Je bois tout. Non. Mais est-ce que j'ai entendu la discussion qu'il y a eu Non, je crois pas. Non, Autour t'étais du pas là 5, quand... etc. T'étais pas là quand vous allez... Très probablement, vous lui avez expliqué un peu tout ce que vous aviez comme information assez rapidement. Donc en sachant ce qu'il y a par rapport à ce chiffre qui est donc pas anodin, je le communique, enfin je vous le communique, je monte cette fiole et je la prends avec nous. Oui, j'ai pas précisé aussi pour du coup l'analyser et aussi je vais la montrer à Maëlle tout à l'heure, je pense. Montre-toi Maëlle. Moi, j'ai bien envie de demander à Tara qu'est-ce qu'elle lui a susurré à l'oreille. Est-ce que je peux essayer de la convaincre de manière sociale ? Merci. 11 ou... Allez, s'il vous plaît. Faut que tu battes 19. 17, putain. Oh, mais elle est trop forte. Elle a des nerfs d'acier, Tara. J'en peux plus. Quand tu lui poses la question, elle plante ses yeux dans les tiens et elle te répond un truc un peu badass, mais qui te donne pas vraiment d'informations du genre
assez pour lui donner envie de s'embrocher sur ma lame, un truc comme ça, tu vois. Comme on est tous plus ou moins d'accord pour dire que le danger imminent c'était potentiellement juste Noël et qu'on n'est plus trop menacés, à quel point elles sont loin de nous, Nina, et pas très loin. Parce que pour une fois qu'on a l'occasion de le faire, j'aimerais bien procéder à un rite funéraire pour J'ai cru que t'allais dire à une petite fête. qu'on boive un petit verre autour du cadavre de la grande sœur, quoi. Bah voilà, j'aimerais bien faire un rite funéraire, mais je veux d'abord voir avec Nina si elle est d'accord et si elle veut y participer. Mignon. Je pense que Nina est quand même un peu sous le choc. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui racontez du coup toute la vérité sur ce qui s'est passé? Ou... Moi, je pense que peut-être une chose à la fois. Elle était avec 2 personnes, les 2 sont mortes. Il y en a une, c'est sa grande sœur, l'autre, c'est quelqu'un à qui elle pensait qu'elle pouvait faire confiance. Elle a 10 ans. Je me dis, et puis surtout, pour qu'elle nous raconte les choses de la manière la plus vraie et personnelle possible, il vaut peut-être mieux d'abord que on va quand même lui dire l'essentiel. On va pas dire, oh, il est parti se balader. On va lui dire que on a découvert des choses par rapport à Noël et que, je sais pas, enfin, c'est mon avis. Il faut qu'on lui dise qu'il est mort. Après, ce qu'on lui dit qu'il s'est donné la mort ou pas, ça, j'en sais rien. Est-ce que vous lui dites que Noël... Enfin, que vous pensez que Noël a tué Juliane? On peut lui dire qu'on pense Que c'est lié avec que Noël. c'est certainement lié à Noël et que dès qu'elle se le sentira, il faudra qu'elle nous raconte tout ce qui s'est passé et tout ce qu'elle sait sur lui. Ça me paraît être la bonne manière de le présenter. Je suis d'accord. Ok, c'est toi qui vas lui parler? Oula, Je peux essayer de l'avoir. bah, c'est toi qui as les plus de skills Ouais. sociaux. Après, je pense que je viens avec toi parce que moi, je voulais venir lui proposer l'idée du rite funéraire. Oui. Puis même, ça Mais peut- peut-être que pour les moments un peu plus touchy, je laisse ça à celui qui sait parler aux gens finalement. On va pas faire toute la conversation, elle se passe de façon plutôt ok. Nina est assez... elle semble se détendre un petit peu en présence de Noah. Sa posture défensive se relâche un petit peu et ça fait l'inverse quand c'est Eléa qui lui parle. Elle te lance des regards un peu foudroyants. Mais elle finit quand même par accepter de faire le rite. Est-ce que Noah, tu lui dis quelque chose en particulier? Moi, je fais confiance à Eléa, donc en soi, elle, à tout moment, elle peut faire confiance à Eléa aussi. Elle te regarde un peu de biais et elle te dit... Tu fais ce que tu veux, hein. En vrai, ça va, elle est jolie. Et elle dit ça devant toi, Eléa. Et une fois que vous êtes mis en marche et qu'elle se retrouve un peu plus seule avec Noah, elle te glisse en chuchotant. J'ai dit ça pour qu'elle me fasse confiance, pour la piéger, mais elle est pas vraiment jolie. Ah bon? C'est mon idée, mais je sens la légère animosité de l'enfant envers moi. Et malgré le fait que pour moi c'est une hérésie, bah, c'est quand même pour elle, donc je lui demande quel rite elle veut faire. Si elle veut faire le rite de la rosée ou le rite... Bon, j'essaye de trouver un autre mot que païen, mais j'y arrive pas, donc je lui dis païen. Païen, ouais. Elle choisit païen, Bah oui, donc je me retire et je la laisse faire merci. avec Noah. Je suis un peu vexée. Laisse faire les gens qui se connectent aux vraies émotions. Oh putain. Du coup, Noah, je veux bien que tu me décrives la cérémonie. Tous de base à la queue leu pour chacun déposer notre branche. Et ensuite, on va se rejoindre en cercle autour du tas qu'on a fait. Et je propose à Nina d'aller, elle, démarrer le feu des branches. Depuis le début de la cérémonie, Nina s'est un peu murée dans le silence. Elle est devenue très, très silencieuse. Quand tu lui poses la question, elle lève des yeux humides vers toi. Tu remarques que pendant la procession, elle a pris le temps de défaire sa natte unique qui était sur le côté pour en refaire une de chaque côté. Et elle accepte un mouvement de la tête silencieux. Elle s'approche du petit tas de bois et sort de sa poche une sorte de tout petit mécanisme un peu rouillé qui ressemble à un allume-feu ou un briquet qu'elle frotte dans sa main et une petite flamèche en sort. Et elle s'agenouille et tout simplement met feu au tas de bois dans un silence total.
Noah, c'est un peu toi qui lead. Est-ce que vous restez jusqu'à ce que le feu ait fini de se consumer ? Ouais. Vous restez jusqu'à ce que le feu ait fini de se consumer. L'occasion de prendre un moment pour se recueillir, pour faire le deuil de Juliane, potentiellement aussi d'autres personnes, mais aussi une façon de repousser de quelques heures l'inévitable, alors que vous vous apprêtez à prendre le chemin de la ville pour y trouver peut-être les réponses qui vous manquent, ou peut-être d'autres questions plus terrifiantes encore. C'était l'épisode 5 du mystère de Sombre Cime. Une nouvelle aventure improvisée par les contes de la table basse. Nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table basse pour cette saison Anna interprétant Davy Lamdou. Mathéo interprétant Noah Safpin. Sidonie interprétant Eléa du Temple Perlé. Avant d'écouter les épisodes, n'hésitez pas à consulter les triggers et content warnings et à nous signaler si nous en avons oublié. Merci et bonne écoute.